14 groupes armés étrangers qui sévissent au Congo. Et le Congo doit cesser d'être cette plateforme ou cette rampe de lancement des rébellions des pays voisins, s'il cherche aussi sa stabilité. Et pour la communauté internationale de l'Union européenne, c'est l'aéroport qui doit ouvrir. Mais pourquoi l'aéroport est plus important que de mettre fin au blocus bancaire? La lecture géopolitique du 9e cycle de négociations entre la RDC et l'AFC M23. Et ce dialogue de Montreux a fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai entendu plusieurs commentaires, beaucoup d'observateurs de la vie socio-politique de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment ceux qui suivent la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, s'y sont intéressés, et donc il était tout à fait normal que dans le cadre de Great Lake Institute and Consistance ou dans le cadre de Grand Lac Institute et Consistance en français, nous puissions, dans le cadre de cette émission Entretien du jour, y revenir pour essayer de donner aux téléspectateurs une clé de lecture qui leur permette de faire un décryptage par rapport à une certaine forme de lecture géopolitique en fait, de ce 9e cycle. Alors, dans le cadre justement de cette émission du jour, je vous reçois et je vous remercie d'être passé. Nous avons constaté une chose. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je dirais que ce dialogue vient juste après les sanctions contre les responsables militaires des forces de défense rwandaises par les Américains au mois de mars. Et au mois de mars, nous avions produit également un numéro en rapport avec ces sanctions. Et pour nous, nous considérons qu'il s'agit en fait d'une suite logique dans la mesure où les sanctions qui suivent dans l'espace de moins d'un mois, les sanctions prises en mars contre les forces de défense rwandaises. Et quand vous regardez les deux événements, la proximité dans le temps, il y a quand même des enseignements à en tirer. Parce que ce 9e cycle des négociations s'inscrit notamment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire d'une pression internationale sur les protagonistes dans les conflits de l'Est, en commençant. D'abord, ils ont commencé par une pression sur le Rwanda, et maintenant une pression sur Kinshasa, à qui on demande de pouvoir négocier avec l'AFC M23. Alors, il y a lieu de dire quelque chose par rapport à ces processus qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas un processus qui commence aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère 9e. Les 8 premiers n'ont rien donné. Et beaucoup de gens fondent beaucoup d'espoir sur le 9e. Parce qu'ils pensent peut-être que dans la foulée des sanctions qui tombent de ça et là, il y aura quelque chose qui peut en sortir de bien. Mais déjà, nous avions analysé qu'au contraire, des sanctions sont contre-productives. Et cette façon de pousser des gens qui n'ont pas encore la paix dans les cœurs à parler n'est pas non plus de bon augure. Parce que si nous remontons l'histoire, nous allons voir que déjà le 24 avril 2025, les partis, c'est-à-dire les gouvernements du Congo, d'un côté, donc de Kinshasa, et les M23 de l'autre, avaient pris ce qu'on a appelé à l'époque une déclaration conjointe, et dans laquelle ils ont promis de pouvoir œuvrer pour la paix. En quelque sorte, c'était, je pense, le 25 avril 2025, ils avaient pris une déclaration conjointe par laquelle ils s'étaient engagés à œuvrer en faveur d'une cessation des hostilités dans un cadre de discussion qualifié de franche et constructif. Mais aujourd'hui, plus d'une année après, ça n'a rien donné. Il y a toujours des guerres, des conflits, les conflits continuent, des attaques continuent, des attaques aux drones, des attaques dites défensives d'un côté, et puis les velléités de pouvoir reconquérir les territoires perdus ne se sont pas encore estompées dans les chefs du gouvernement de Kinshasa, qui n'a pas encore renoncé à une victoire militaire, parce que nous savons tous bien qu'une victoire militaire, sur le plan politique, a une portée beaucoup plus grande qu'une victoire sur le plan des négociations
une victoire négociée au niveau des instances internationales et poussée par les institutions internationales. Alors nous allons examiner pour les téléspectateurs, dans le cadre du décryptage, comme premier point, les points discutés. Les points discutés dans le cadre de ces discussions ou dans le cadre de ces négociations. Les discussions ont principalement porté sur les contrôles, premièrement sur le contrôle de cessez-le-feu, dans le cadre, ce qui devait même plus être normalement une discussion, un point dans la discussion, si la déclaration conjointe du 24 avril 2025 avait été respectée. Mais vous voyez, on en est encore là. Donc, le premier point de discussion était le contrôle du cessez-le-feu. Le deuxième point, c'était la libération des détenus. Donc, je prends juste les points saillants de ces discussions. Et le troisième point, c'était l'accès humanitaire. Le quatrième point, c'était la démilitarisation des zones occupées. Démilitarisation de qui, comment, par qui, ce n'est pas vraiment encore à ce stade clairement exprimé. Mais quand vous entrez dans les fonds de chaque point, vous allez voir que ces axes de discussion déjà qu'ils ont pris apparaissent en décalage avec la réalité. Si je prends rien que le cas de la démilitarisation, vous voyez, ou même du cessez-le-feu, prenons le premier point du cessez-le-feu. Si on prend rien que cet axe-là, de cessez-le-feu, vous allez voir que ça apparaît comme étant en décalage avec quoi? Avec la réalité du terrain. Parce que le terrain est marqué par quoi? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, pour nous qui observons la situation, c'est marqué par la poursuite des mouvements de troupes. C'est marqué par les opérations militaires, notamment l'usage des drones. Parce que maintenant, il y a un jeu qui plaît beaucoup, c'est tout le monde veut utiliser des drones. C'est un effet de mode. Il y a des drones en Iran, il y a des drones en Ukraine, maintenant il y a aussi des drones au Congo. Le Congo est toujours un peu un pays étonnant, dans la mesure où nous sommes toujours à l'avant-plan. Nous sommes toujours, en fait, des précurseurs, mais pas toujours dans les bons. Parfois dans les bons, mais souvent quand il faut copier, mais dans les mauvais sens, nous copions. Donc maintenant, c'est un jeu de drones. On lance des drones dans des villes, là où il y a des populations civiles. Et c'est ça, la réalité actuelle. Et cela traduit quoi, en réalité? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire quand nous voyons que c'est décalage, rien que par rapport au point là de cessez-le-feu? Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit quoi? Cela traduit qu'il y a encore une volonté persistante de Kinshasa de reconquérir les territoires perdus, tandis que du côté aussi de l'AFC M23, vous allez constater qu'eux aussi entendent consolider leur position, en attendant une prise en compte de leurs revendications politiques, qu'ils considèrent comme étant des causes profondes du conflit, qui sont presque toutes liées au stress identitaire, aux tensions identitaires, aux conflits ethniques, interethniques et intraethniques qui pilulent au sein des groupes et des communautés qui habitent la contrée de l'Est, notamment entre les Houndé et les Nandé, les Nandé et les Houndé, les Nandé et les Havu et les Tembo, et, vous voyez. Et puis il y a encore en plus de cet aspect-là, un conflit intraethnique entre les Tutsis et les Hutus, alors que les deux font partie d'une même ethnie, Banyarwanda. C'est tout ça qui constitue un mal-vivre ensemble, qui est en quelque sorte comme une cause profonde, comme un foyer des conflits actuels. Alors, les positions des deux parties, quand vous les lisez, vous allez voir qu'ils sont aux antipodes. C'est-à-dire que leurs demandes sont maximalistes. Quelles sont les demandes du gouvernement? Le gouvernement, sa position consiste en quoi? À contester la légitimité de son interlocuteur. Son interlocuteur AFC M23, qu'il assimile à qui? À un acteur supplétif, ou je peux dire à un acteur marionnette. Parce que le gouvernement de Kinshasa, même après ces assises démontrées, on a vu que les gens sont montés au créneau à Kinshasa pour dire que non, ils ne peuvent jamais dialoguer avec des terroristes, ils ne peuvent jamais dialoguer avec des marionnettes, ils veulent dialoguer avec les Rwandais. Vous voyez, parce que pour une certaine opinion d'intellectuels congolais à Kinshasa ou du gouvernement, dialoguer avec les M23, c'est perdre du temps.
il faut directement dialoguer avec leur maître. Donc, on les réduit au rang des supplétifs. Vous voyez un peu? Déjà, vous dialoguez avec quelqu'un que vous ne considérez pas comme un interlocuteur valable. Et de l'autre côté, le mouvement du M23 ou des AFC M23, lui, inscrit son action dans une logique de transformation politique du pouvoir central, donc de refondation de l'État. En d'autres termes, donc, il mise sur la chute du gouvernement de Kinshasa, en qui non plus il n'a pas confiance. Donc, c'est ça la réalité. Permettez-moi, monsieur le journaliste, d'expliquer en long et en large, parce qu'il faudrait que les gens comprennent quels sont les deux états d'esprit des deux partis au dialogue, qui sont d'un côté le gouvernement, de l'autre le M23. Et dans ces conditions, la perspective d'un compromis à court terme, pour moi, en tant qu'analyste, reste problématique, si pas limitée. Ce n'est pas impossible. Parce que, généralement, lorsque les gens viennent dans les négociations, ils viennent avec des demandes maximalistes, mais s'il y a une dynamique qui est favorable et que les garants de ces négociations, qui sont l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, ainsi que le Qatar agit sous les couverts des... En fait, ils agissent sous couvert des États-Unis. Et que ces gens-là arrivent suffisamment à tirer des leviers qui peuvent amener les partis à mettre un peu d'eau dans leur vin, on peut peut-être trouver un moyen terme ou un compromis. Donc, si nous considérons cela, donc nous devons dire que le salut de ces accords ne peut venir que d'une implication internationale. Parce que les deux parties n'ont pas dans le cœur encore envie vraiment d'une paix. Parce que la paix doit venir du cœur. Bon, je sais que, je ne défends pas, mais à l'honneur du M23, depuis le début, il ne cesse de clamer sa volonté de dialoguer. Et Kinshasa ne cesse de dire qu'il ne va pas dialoguer avec des pantins. Bon, on ne sait pas, parce qu'entre-temps, personne n'étant dupe, tout le monde se prépare en même temps à la guerre. Lorsque nous observons les implications internationales, on constate une certaine ambiguïté au sein même de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté des sanctions contre les responsables rwandais. Et quand nous observons ces sanctions, vous voyez cette ambiguïté, si ceux-là même qui sont des garants de cet accord sont ambigus dans leur politique, un peu erratique. Il y a un comportement plus ou moins erratique de la part des États-Unis et de la politique étrangère de ceux-là, l'ONU, qui veulent en quelque sorte amener les partis à avoir une paix durable. L'ambiguïté consiste dans quoi? Dans le fait que d'un côté, il y a des dialogues, mais de l'autre côté, il y a des sanctions. On ne sait pas si les sanctions peuvent être favorables. Je ne pense pas que les sanctions peuvent être favorables pour encourager les gens à parler dans un climat serein. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des sanctions contre les responsables rwandais, par exemple. Les sanctions contre les responsables rwandais semblent accréditer l'idée d'un conflit principalement lié à une ingérence extérieure, donc à une agression. C'est pourquoi il y a une sanction. Disons, les forces armées rwandaises doivent quitter, doivent abandonner, libérer les territoires congolais, et on sanctionne des responsables de l'armée. Ça accrédite la thèse selon laquelle Kinshasa promet de l'agression. D'un autre côté, il y a l'encouragement au dialogue du gouvernement congolais avec l'AFC M23, qu'on considère comme inexistant, comme simple supplétif, donc comme coquille vide. En d'autres termes, en sanctionnant les Rwandais, on considère que c'est les Rwandais les problèmes. C'est les Rwandais l'acteur. Mais d'un autre côté, quand il s'agit de dialoguer avec le gouvernement, on pousse, la même communauté internationale pousse au dialogue, pousse l'AFC au dialogue avec le gouvernement. Alors, de cette manière, ils reconnaissent implicitement la dimension interne et structurelle de la crise congolaise. Mais lorsqu'on a pris des sanctions contre le Rwanda, on n'a pas tenu compte de la dimension interne et structurelle de la crise. Parce qu'on a considéré que c'était une agression. On peut dire implicitement que les mêmes Américains, les mêmes Occidentaux reconnaissent que ce n'est pas un problème d'ingérence du Rwanda, c'est un problème congolo-congolais. Vous voyez, donc, nous sommes comme dans un embrouillamini diabolique, d'où l'intérêt de faire cette analyse. Parce que cette dualité traduit une lecture qui rend même la nature du conflit incertaine. À la fois, elle est perçue comme une crise interne à la RDC et comme un conflit régionalisé impliquant des acteurs transnationaux. Donc, un conflit externe, c'est-à-dire une agression qui s'est internisée en s'appuyant sur des proxys
au Congo. Vous voyez? Donc, une crise internationale internisée, une crise interne internationalisée. Donc, vous voyez, donc, même pour déterminer, pour déterminer les remèdes à ces conflits au sein des dialogues, ces problèmes de dualité se posent. Il faut définir quelle est la réalité, la réelle nature de ces conflits. Il s'agit d'un conflit, pour moi, qui est un conflit interne, congolo-congolais, mais qui a des implications régionales à cause des éléments d'extranéité qui se trouvent être, dans le cas d'espèce, 14 groupes armés étrangers qui sévissent au Congo. Du Grand Nord avec l'ADF jusqu'au Red Tabara en passant par d'autres groupes comme les FDLR, les Nyatura, des groupes comme ça, en fait, qui ne répondent pas des besoins congolais, mais des raisons qui procèdent du besoin de recouvrir le pouvoir politique au Rwanda par la force. Vous voyez, donc en quelque sorte, le Congo héberge des ennemis de tous les voisins, de Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda. Encore un peu, on entendrait qu'on héberge aussi les ennemis de Tanzanie. Et le Congo doit cesser d'être cette plateforme ou cette rampe de lancement des rébellions des pays voisins, s'il cherche aussi sa stabilité. Vous voyez ces implications entre les aspects régionaux et les aspects internes créent un caractère hybride du conflit. Mais ce qui n'est pas dit qu'il faut négliger l'aspect interne, la dynamique historique et interne du conflit congolais. Parce que on ne peut pas trouver les remèdes d'une maladie si on ne diagnostique pas clairement de quoi le Congo souffre. Et si le gouvernement comprend, si le leadership politique congolais comprend ces implications externes et régionales et internes, comment ça s'imbrique, parce qu'on a les mêmes sortes de populations de part et d'autre de la frontière. Donc, nous, on croit qu'on a importé la crise qui était des Hutus de Tutsi au Rwanda en 1994. Le Rwanda ne veut pas non plus que nous puissions exporter la crise entre Hutus et Tutsi maintenant au Congo et les désordres et des conflits ethniques au Rwanda. Donc, il considère la présence des rébellions qui sont soutenues par le Congo, comme celui des FDLR, comme un problème existentiel pour lui. Parmi les mesures qui ont été prises ou discutées pour essayer de restaurer un peu la confiance entre les partis, une confiance qui a été brisée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le M23 a pris beaucoup de mesures de confiance, comme par exemple la libération de Walikale. C'était pour qu'il y ait un dialogue plus ou moins franc et plus ou moins sincère et constructif. Cela n'a rien donné. Ils ont libéré les militaires qui étaient à l'aéroport. Si je vous souviendrai, il y avait à la chute de Goma un certain nombre de FARDC avec leurs familles reclus au sein de l'aéroport de Goma qui ont été libérés. Ils sont passés par Beni et donc ils ont franchi tous les postes de contrôle des M23. Le M23 l'a fait en collaboration avec l'ONU, avec CICR, et puis ils ont rejoint leur famille. À un moment, vous avez même assisté à la venue de Bintou Keïta, de tristes mémoires, qui est venu à Goma récupérer les restes de ceux qui n'étaient pas partis dans les premiers lots. Il y a eu plusieurs mesures de confiance, comme le retrait d'Ouvira. Ce n'était pas un retrait par la force, mais ils se sont retirés sur base de la pression internationale. Et c'était un retrait qui devait en principe favoriser le dialogue. Mais entre-temps, du côté du gouvernement, malgré qu'il y avait eu un accord avec le CSR au niveau de Suisse toujours, bien avant cette réunion ici, où il était question de libérer plus ou moins 700 personnes qui sont détenues à Kinshasa comme prisonniers, des faciès, et certains, tout simplement parce qu'ils ont été liés d'une manière ou d'une autre au M23, tout en n'étant pas vraiment du M23. Vous voyez, le gouvernement de Kinshasa n'a jamais libéré une seule personne. Donc, ici, je constate que le M23 fait de cette question de libération des prisonniers quelque chose qui pourrait restaurer sa confiance. Personnellement, moi, je trouve que cette confiance, si elle n'est restaurée que parce qu'on a libéré des prisonniers, pour moi, c'est insignifiant. C'est quelque chose de très limité. Et j'essaierai
je ne pourrais pas restaurer ma confiance simplement parce qu'on a libéré quelques personnes. Puisque le gouvernement de Kinshasa, il est toujours dans une posture de gladiateur jusqu'à présent. Et il se prépare, il fourbit ses armes. Et il ne renonce pas non plus à une victoire militaire parce que engranger une victoire militaire maintenant, au moment où on discute sur la modification de la Constitution afin de multiplier les mandats à l'infini, c'est quelque chose de politiquement tellement aguichant, tellement attrayant, que je vois mal que simplement le fait pour lui de libérer des prisonniers puisse l'amener à renoncer à l'attaque. Ça, c'est mon analyse personnelle, dans ce que je vois. Bon, ce que je peux dire de façon succincte, c'est que les mesures qui ont été discutées, notamment celui de libération des prisonniers, constituent un geste classique d'apaisement. Je n'en disconviens pas, j'accepte. Mais il est insuffisant, ce qu'il faut retenir. Il est insuffisant à elle seule pour restaurer la confiance entre le gouvernement et l'AFC M23. À cet égard, la question qui, moi, me préoccupe le plus, qui me taraude l'esprit, c'est plutôt l'accès aux services bancaires et à la liquidité économique dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Pourquoi? Parce que pour moi, cet accès apparaît comme un levier essentiel qui montrera vraiment que le gouvernement de Kinshasa n'est plus dans une situation de belligérance et qu'il souhaite réellement faire un dialogue œuvrer pour la paix, œuvrer pour un dialogue constructif qui va vraiment réellement amener à la paix. Pourquoi? Parce que, d'abord pour des raisons d'ordre humanitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les médecins, les enseignants, les ONG qui œuvrent dans des secteurs sensibles et aident la population ont besoin de liquidités. Aujourd'hui, la monnaie qu'on utilise à Goma, c'est une monnaie impropre à la consommation parce que ça peut donner même le choléra. Ne soyez pas étonnés s'il y a une épidémie de choléra qui éclate à Goma parce que c'est une somme d'argent en lambeaux, de main en main, qu'on n'a pas éliminé du marché pendant au moins plus d'une année. Il n'y a pas eu de renouvellement. Et c'est à ce niveau-là que j'attendais notamment l'ONU pour qu'il puisse aider à acheminer l'argent à travers le gouvernement de Kinshasa, la Banque centrale, de sorte que cet argent arrive dans les comptes sans que ça ne passe entre les mains du M23. Parce que c'est la crainte du gouvernement peut-être. Mais c'est une punition collective qui s'apparente, d'après moi, à un crime de guerre, à un crime contre l'humanité. Et qui viole aussi la réglementation bancaire. Vous voyez, interdit d'accès des populations à leurs avoirs. Comment ils vont vivre? Comment un greffier qui paie les loyers, qui a des enfants à nourrir à Goma, va vivre? Ça, c'est une crise humanitaire que le gouvernement de Kinshasa a provoquée volontairement. Parce qu'en réalité, à Goma, il n'y a pas de crise humanitaire. Je m'étonne quand je vois qu'on essaye de faire de l'ouverture humanitaire quelque chose d'important, mais à travers l'aéroport. Voyez-vous? Et pour la communauté internationale de l'Union européenne, c'est l'aéroport qui doit ouvrir. Mais pourquoi l'aéroport est plus important que de mettre fin au blocus bancaire? Parce que ce blocus bancaire, c'est un crime de guerre. C'est une punition collective. C'est prohibé dans les règles, dans les droits internationaux humanitaires. Et même, c'est une infraction. Si nous considérons le statut de Rome, on peut même attaquer des individus personnellement au sein de la CPI pour ça. Mais je ne vois pas la communauté internationale s'en émouvoir. Et donc, pour des raisons humanitaires, pour moi, les signes de bonne volonté seraient la levée du blocus bancaire. Et puis, cela peut aussi permettre, cette levée peut aussi permettre la stabilisation socio-économique de Goma. Vous voyez, parce que Goma n'a pas de problème. Goma nourrit Bukavu, il peut nourrir même tout le Congo. Même les zones sous contrôle du gouvernement sont nourries par Goma. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à Goma, il y a une crise humanitaire. Je reconnais qu'à un moment, il y avait une certaine forme de crise, mais qui était provoquée par le gouvernement, à l'époque des gouvernements militaires qui géraient Goma, qui avaient embrigadé des personnes qui avaient pris Fui Bunagana, Tchenguerero, tous ces coins-là, qui s'étaient réfugiés à Kanyaruchinya, parce qu'il y avait des combats. Et ces gens étaient sommés de ne pas rentrer. Puisqu'il y a le gouvernement qui utilise les déplacements des populations en interne comme un argument sur le plan international. Et puis vous allez constater qu'ils souhaitent même qu'il y ait ça. Dernièrement, il y a eu des gens qui ont fui au Burundi. Mais que le Burundi était en train aussi d'embrigader. D'autres ont fui en utilisant des bidons pour traverser la Ruzizi. Des bidons vides. On les bloquait parce qu'il fallait montrer au sein de la communauté internationale qu'il y a une crise humanitaire. Et même j'ai ri parce que j'ai lu dans
dans la déclaration du Trésor américain que l'une des raisons pour laquelle on a condamné certains dirigeants rwandais, des RMB, je ne sais pas quoi, certains dirigeants rwandais, c'est parce que à la chute de Goma, de Bouduvira, il y a eu des déplacés de guerre, et donc c'est pour, en quelque sorte, la protection des droits humains, et les droits humains des déplacés. Mais ces déplacés-là sont créés de toutes pièces, parce que les gens de Kanyaruchinya étaient bloqués. Depuis que le M23 a pris les Goma, il n'y a plus de déplacés. De quelle crise humanitaire on parle et qui nécessite absolument l'ouverture de l'aéroport avant l'ouverture des services bancaires. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire tout simplement que Goma a toujours eu vocation d'être un centre névralgique dans le sens que Goma a toujours été le point de sortie des minerais de contrebande et de la mafia minière qui se passe à l'Est. Et la MONUSCO elle-même n'est pas exempte, n'est pas en odeur de sainteté par rapport à cette mafia-là. Donc là, on se bat, non pas pour l'intérêt des populations de Goma, non pas pour l'intérêt humanitaire, mais pour l'intérêt de la mafia minière. On veut que l'aéroport soit ouvert. C'est bien que l'aéroport soit ouvert. On voudrait tous que ça soit ouvert. Mais ça, c'est vraiment une lecture personnelle par rapport à mon analyse sur cet aspect-là. Puisque si vraiment la communauté internationale s'est préoccupée des habitants de Goma, la première des choses, tous les intervenants qui viennent comme pour nous aider dans le cadre de ces dialogues devaient peser sur le gouvernement de Kinshasa pour les contraindre à libérer l'accès aux banques, l'accès aux services bancaires. Parce que ça prive la population de liquidités et de leurs avoirs. Et c'est ça touche directement la stabilisation sociale et économique de cette région. Or, on ne peut pas punir collectivement la population de Goma. Il ne peut pas être victime de ce que les militaires du gouvernement ont fui Goma. Ce n'est pas à eux maintenant de payer les pots cassés. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Et je suis étonné de l'absence de cette question dans les priorités immédiates du processus de négociation de Montreux. Et pour moi, il s'agit là d'une lacune notable. Cette question doit être inscrite à chaque étape des dialogues, à chaque étape de négociation, en lettres d'or. Et c'est indépendamment des autres questions politiques générales qui traitent fédéralisme, vivre ensemble. Parce que ça, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie humaine. Et en tant qu'Église, nous prenons l'inscription de cette question dans les dialogues. Et cela n'a pas été. Et pour moi, c'est une limite énorme dans la mesure de confiance. L'ouverture là, humanitaire n'a rien d'humanitaire. L'exigence de la démilitarisation des positions de l'AFC M23, à l'absence d'avancées substantielles sur les causes profondes du conflit, c'est-à-dire le mal vivre ensemble, le conflit intra-ethnique et interethnique, et toutes ces questions-là, qui sont des questions essentielles. S'il n'y a pas d'avancée sensible là-dessus, si comment on va construire un nouveau Congo et refaire vivre ensemble les gens qui se sont bâtis hier, c'est très difficile de gagner la paix. Plus difficile de gagner la paix que de gagner la guerre. La guerre, on peut la gagner facilement, mais gagner la paix, refaire société, ces choses-là sont essentielles. Ces choses-là impactent les citoyens pour que nous puissions plus revivre, retomber dans les travers des guerres fratricides, intestines entre Congolais, afin qu'on dise plus d'un, toi tu es où tout, toi tu es où touti, toi tu es ceci, tu dois rentrer là-bas, ou je ne sais pas partir, je ne sais où. Afin qu'on dise plus ça. Ça, c'est ça la cause des foyers principaux de ces guerres. Pour moi, s'il n'y a pas d'avancée substantielle sur ces causes-là, ça ne sert à rien de démilitariser. Puisque vous allez démilitariser un seul groupe armé, qui se trouve être le M23. Qu'est-ce que le M23 de spécial? Dites-moi qu'est-ce que le M23 de spécial par rapport au Nyatura, par rapport au FDLR, par rapport au APCLS, par rapport au Raïa Mutomboki, par rapport au Mazembe de Nande, par rapport, je ne sais pas moi, à Guidon, qui est le chef de guerre du côté de Nyanga, là, à Walikale. Qu'est-ce qui est le M23 de spécial? Tous, ils ont des armes. Et dans la démilitarisation, si la démilitarisation consiste dans le fait de faire capituler les M23, c'est-à-dire que les M23 déposent des armes, donc ils capitulent, parce qu'il y a une volonté américaine, une volonté occidentale, qui ne tient pas en compte que toutes les communautés de l'Est ont des groupes armés. Parce qu'il y a au moins plus de 260 groupes armés à l'Est. Pourquoi il faut faire un focus sur un groupe armé dont l'objectif est l'autoprotection des populations Banyarwanda et spécifiquement Tutsi? Pourquoi? Pourquoi vous allez désarmer, démilitariser un seul groupe? Alors que
Nous avons d'abord un problème de la diaspora génocidaire qui est chez nous et qui est armée, qu'on n'arrive pas à démilitariser malgré le concept des KNOPS, qui a été signé par le gouvernement. Tantôt on dit qu'il y a des FDLR, on accepte, tantôt on nie. Donc pour moi, si nous voulons une solution durable, il faut désarmer tous les groupes armés. Et de façon concomitante, simultanée. Non pas un groupe armé, dont une communauté devient sans défense, puisque l'ONU, qui devrait en principe servir de la caution morale de tout cela, même c'est déjà compromis parce qu'il s'est bâti aux côtés des M23, aux côtés des FDLR et des groupes armés de toutes sortes, Ouazalendo et tout ça, contre les M23. Je ne sais pas si maintenant il va changer de politique, maintenant que Bintou Keïta est parti. L'ONU elle-même devient un problème dans l'équation au lieu d'être la solution de l'équation. Vous comprenez? L'ONU n'a jamais protégé des Tutsis. En 1994, au Rwanda, on a massacré devant l'ONU. Malgré les appels du général Dallaire, les Canadiens qui dirigeaient la mission de l'ONU, la Minoire. L'ONU n'a jamais protégé des Tutsis à Minembwe, lorsqu'ils étaient victimes des razzias meurtrières, des villages brûlés et consorts. L'ONU n'a jamais protégé des Tutsis dans l'est du Congo, lorsqu'ils étaient victimes des attaques des groupes armés qui s'étaient gérés d'éliminer toute présence de Banyarwanda dans l'est du Congo et spécifiquement la présence des Tutsis. Vous comprenez? L'ONU, c'est un machin, comme le général de Gaulle le disait, qui n'a jamais protégé, y compris au Liban, les populations libanaises décident, puisque quand les Hezbollah tirent des roquettes à 100 mètres de leur logis, ils ne font absolument rien. Bon, pour moi, la seule fois que j'ai vu l'ONU faire quelque chose, c'était dans le mauvais sens, c'est-à-dire en s'associant avec les FARDC qui avaient comme alliés les anciens génocidaires. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans un problème kafkaïen au Congo. C'est un dilemme kafkaïen, comme on dit. Parce que les personnes qui devaient être des garants de ces accords de paix ou de ces cessez-les-feux, donc des forces nettes pour séparer en quelque sorte les belligérants, empêcher à ce qu'il y ait des nouveaux attaques, ont pu faire des causes pour les cas gouvernementaux. Je conclus que le 9e cycle des négociations illustre des limites d'un processus diplomatique confronté à des divergences fondamentales entre les parties. D'abord, les premiers points. Et le maintien même du dialogue constitue, même si, disons, voudrais-je dire, le maintien du dialogue constitue en soi un facteur de désescalade, il ne saurait produire des résultats tangibles sans une prise en compte équilibrée. 1. Des dynamiques internes du conflit. 2. Des dimensions régionales du conflit. 3. Des réalités socio-économiques des zones affectées. En l'état actuel des choses, le processus apparaît davantage comme un mécanisme de gestion des crises qu'une véritable voie de résolution durable. On veut donc en quelque sorte montrer aux Américains et aux autres qu'on n'est pas des mauvais élèves. Éviter les courroux des Américains, des Européens et se faire passer pour des bons élèves. Mais dans les fonds, je crois que même les gens qui y vont, dans des conditions de divergence et de déséquilibre que nous voyons, que je viens de décrire ici, n'espèrent pas grand-chose. Je suis sûr. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas dialoguer. On doit toujours dialoguer. Le fait déjà qu'on parle, c'est bien.